Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau livre, cette fois-ci il s'agit du livre de Anthony Robbins, Le pouvoir illimité. Donc c'est un des premiers livres qu'il avait écrit. C'est sûrement aussi un des plus intéressants d'ailleurs. Les derniers qu'il a fait, qui étaient en fait L'argent, l'art de le maîtriser. Et le tout dernier, c'est Unshakable, Your Financial Freedom Playbook. Donc en français, on peut traduire ça comme Inébranlable, votre guide de la liberté financière. C'est plutôt des livres sur la gestion. Celui-ci, c'est plutôt sur l'état d'esprit, sur la PNL, etc. C'est un excellent livre. Pour toute personne qui n'arrive pas encore à gagner, qui ne gagne pas encore énormément d'argent, parce que bon, c'est bien beau ces deux derniers livres pour économiser, etc., mais ça résout pas le problème si vous économisez et que vous gagnez pas assez d'argent, ça sert à rien. Le truc le plus important, c'est déjà de trouver un moyen d'augmenter vos revenus. Bon, avant de parler de ce livre, je vous signale qu'il y a d'autres livres, hein, si ça vous intéresse, dont le dernier qui était L'effet cumulé. Donc il doit apparaître en haut, je crois, de ce côté-là, pas sûr à 100%. Je mets un type, hein, je le fais pour une question de bonne pratique, hein, il faut faire ça pour les bonnes pratiques, ça va m'aider la chaîne, c'est pour ça que je le mets. Et sinon, je vous invite aussi, avant de regarder toute cette vidéo, de regarder la vidéo sur la mémoire photographique pour vous aider à mieux mémoriser. Il y a des stratégies, et d'ailleurs c'est pas une mémoire photographique, mais c'est plutôt autre chose. En tout cas, vous allez le découvrir en suivant la vidéo. Je vous invite à voir d'abord cette vidéo. Je la mets en description. J'ai pas pu la mettre en type parce que il me faut tant et tant d'abonnés, tant et tant de visionnage par les gens pour pouvoir mettre des liens externes. Sur le moment, j'ai pas le droit. Donc voilà, c'est pour ça que je propose d'autres choses en type en attendant. En tout cas, vous la trouvez en description ou en réponse. Vous pouvez accéder à la vidéo sur la mémoire photographique. Et donc c'est parti, on va parler de ce fameux livre d'Anthony Robbins pendant environ 1 heure. Et j'arrêterai à 1 heure. Si vous voulez connaître la suite par la suite, vous retrouverez le lien du livre en description. Donc voilà, donc comme dit moi, pour ce que j'en pense, c'est un livre, c'est vraiment un très 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 bon livre. Et il est donc très 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 basé donc sur votre développement personnel, sur votre état d'esprit, changer vos croyances, etc. Et donc ça c'est une bonne chose, vu que c'est en général les problèmes des gens. C'est rarement quand même la gestion, à moins que vous étiez mauvais en maths en général. C'est pas le truc le plus difficile à comprendre, hein. Donc, en tout cas pour moi, ça a toujours été quelque chose de très simple. Mon Patreon, c'est très facile de l'augmenter. J'ai toujours eu beaucoup plus de mal à augmenter les revenus, mais bon, c'est pour ça que je préfère ce genre de livre qui m'est plus utile quand même. Bon, alors voilà, le premier point que j'ai noté, pour moi la réussite, c'est le processus par lequel on s'efforce de devenir plus. C'est la possibilité de se développer sur le plan affectif, social, spirituel, psychologique, intellectuel et matériel, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. La route qui mène à la réussite est toujours en construction. C'est un parcours progressif, non un but final à atteindre. Donc on voit bien que c'est un livre sur le développement personnel, ce qui dit pour lui, donc sa réussite, c'est d'aller toujours plus loin. D'ailleurs, vous devez avoir l'état d'esprit de base de ne pas chercher à être dans la normale, mais de chercher à être au-dessus. Si vous n'arrivez pas à être au-dessus dans un domaine X ou Y, bon, vous n'allez pas l'être dans tous les domaines, mais dans un domaine X ou Y, vous devez être extraordinaire, vous devez arriver au-dessus. Et pour ça, ça commence d'abord dans votre tête. Et il note aussi très bien le point que j'aime bien, c'est qu'il dit pour soi et aussi pour les autres. Donc il cherche le comportement gagnant-gagnant. C'est pas le cas de tout le monde, mais sur le long terme, le comportement gagnant-gagnant, personnellement, moi je trouve que je préfère. Certains auteurs sont pas de cet avis, sont vraiment manipulent et récupèrent pour eux uniquement. Moi je fonctionne pas comme ça. Mais Anthony Robbins, en tout cas dans son livre Pouvoir illimité, à l'époque il avait cet état d'esprit, hein. En deuxième point, j'ai noté, mais vous devez prendre conscience de ce que le pouvoir est une constante humaine, où vous élaborez vos idées, où quelqu'un les élabore à votre place, où vous faites ce que vous avez envie de faire, où vous exécutez les projets des autres. Pour moi, le pouvoir ultime est la capacité d'obtenir les résultats qui vous tiennent à cœur et de contribuer au bien des autres par la même occasion.
c'est la capacité de changer de vie, d'élaborer vos idées, de faire en sorte que les circonstances vous soient favorables et non hostiles. Le vrai pouvoir se partage, il ne s'impose pas, il permet de définir ses besoins humains et les satisfaire, vos besoins et ceux des êtres qui vous sont chers. Grâce à lui, vous dirigez votre royaume personnel, votre activité mentale et votre comportement, de manière à obtenir les résultats précis que vous désirez. Donc, ce qu'on en comprend là-dessus, c'est déjà qu'il faut avoir des objectifs. Au passage, j'ai fait une vidéo sur le livre Objectifs de Brian Tracy. Vous regardez dans la chaîne, vous le trouverez. C'est très important parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, si vous n'avez pas vos objectifs, vous allez forcément suivre les objectifs des autres. Et donc, vous n'allez pas être heureux à 100%. C'est pas possible d'être heureux si vous suivez la voie des autres. Vous devez suivre votre propre voie et les gens qui sont comme vous, ils vont déjà vous suivre. Donc ça, c'est bien un point important. Le point suivant, il y a marqué l'action et ce qui crée toutes les grandes réussites. L'action est ce qui donne des résultats. Le savoir n'est qu'un pouvoir potentiel jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de celui qui sait comment se mettre en condition de prendre des mesures efficaces. En fait, la définition littérale du mot pouvoir est capacité d'agir. Donc là, il met en avant, voilà, il faut passer à l'action. Il ne vous suffit pas d'apprendre les choses et de les retenir, hein, même si vous avez après la fameuse mémoire, entre guillemets, mémoire photographique, et que vous retenez tout ce que vous lisez, etc., vous l'avez en tête. Le problème, si vous ne l'utilisez pas, si vous n'agissez pas, eh ben, en fait, ça donnera rien du tout. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui change, votre vie qui va changer, si vous n'appliquez pas les choses que vous avez appris. Donc, il faut agir, passer à l'action. Point suivant. Ce que nous faisons dans la vie est déterminé par la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes. Dans le monde moderne, la qualité de la vie dépend de la qualité de notre communication. Donc là, il dit bien que c'est à travers ce que nous, on se dit dans la tête, que c'est ce qui va se passer à l'extérieur. Hein. Si on veut que les choses changent, on doit changer. On doit changer à l'intérieur. Si on change à l'intérieur, à l'extérieur, ça va changer aussi. Automatiquement. Vous le verrez automatiquement quand vous testez certains trucs que vous avez appris, vous testez, vous remarquez que le gars, il va en face de vous, si vous faites attention, il va remarquer que vous avez changé quelque chose. Des fois, c'est positif, des fois pas. Si c'est positif, vous pouvez continuer. Si c'est pas positif, vous pouvez abandonner. Mais la plupart des gens, ils ne font pas forcément attention. Ils testent, ils ne le remarquent pas. Moi, j'ai essayé un truc dans ce livre que j'ai trouvé bien, c'est qu'il disait le mais, ça efface tout, et de remplacer par le et. Et j'ai testé ça. Sur un réseau social, j'ai discuté avec un gars, donc j'ai appliqué la PNL et j'ai utilisé les mêmes mots qu'il utilisait et au lieu de dire mais, j'ai utilisé et. Et au final, le gars, il m'a demandé d'ajouter en ami, alors que je lui avais rien demandé et tout, uniquement parce que voilà, j'ai dit les mêmes mots que lui, il utilisait et au lieu d'employer mais, donc d'effacer tout ce qu'il avait dit, j'ai dit et quelque chose et la suite. Et en faisant ça, juste ces deux petites astuces qu'il explique, et ben voilà, du coup, je me suis retrouvé avec le type qui m'a demandé en tant qu'ami, comme quoi ça avait parfaitement bien fonctionné. Après, voilà, quand ça fonctionne, vous pouvez l'appliquer à grande échelle. Parce que plus vous avez de monde qui va vous suivre, que vous avez comme ami, plus vous avez des chances de gagner de l'argent. Et plus vous gagnez de l'argent, plus vous avez de chances de pouvoir vivre la vie que vous voulez. Mais ça commence d'abord en vous-même. Tant que vous allez que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, etc., et ben ça ne sera pas bon. Et le simple mais, c'est déjà dans ce sens-là. Ça efface tout ce que la personne elle dit quand vous dites mais. Alors que si vous dites et à la place, ça change beaucoup de choses. Ensuite, point suivant que j'ai noté. Vous devez vous dire des choses à vous-même sur le ton de voix qui convient. Vous devez adopter une attitude corporelle et une manière de respirer particulière. Laisser tomber ses épaules et baisser légèrement les yeux aide par exemple énormément à se sentir déprimé. Il en va de même si vous parlez avec un ton de voix triste et que vous imaginez les pires scénarios possibles concernant l'avenir. Si vous bouleversez votre équilibre biochimique en vous nourrissant mal, en abusant de l'alcool ou en absorbant des drogues, vous faites baisser le taux de sucre de votre sang et garantissez potentiellement l'apparition de la dépression. Bon, il y a un truc de base, c'est effectivement ça marche. Si dans la tête, vous vous dites, c'est un peu comme, j'avais lu il y a des années en arrière un livre qui disait, si vous répétez 3 fois dans la tête super, vous allez sourire, sans faire de rectus. Vous pouvez tester, ça marche très bien. Et vous pouvez faire la même chose pour vous tenir droit au lieu de vous tenir baissé. Si vous vous dites, voilà, je suis un grand homme, je suis millionnaire, machin, je sais pas quoi. Vous vous sentez comme quelqu'un d'important. Vous vous dites des choses comme quoi vous étiez un homme important. Vous allez remarquer que vous n'arrivez pas en fait à vous rabaisser. Vous êtes obligé de vous tenir droit.
Il n'y a pas moyen. À partir du moment où vous dites, vous êtes un grand homme, vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes multimillionnaire ou je sais pas quoi, quelque chose de bien positif qui montre que vous êtes important, et ben vous allez voir que vous n'allez pas vous rabaisser, vous allez vous tenir bien droit. Ça marche très bien. Donc pareil, comme pour le sourire, vous pouvez vous répéter 3 fois le mot. Donc 3 fois, ouais, je suis important, je suis important, je suis important, ou je sais pas quoi. Vous cherchez qu'est-ce qui marche pour vous et vous allez marquer que vous allez vous tenir bien droit, que ça marche très bien. Point suivant. Les individus qui atteignent le sommet de la réussite suivent un chemin logique pour y parvenir. C'est ce que j'appelle la formule fondamentale de la réussite. La première étape de cette formule consiste à savoir où l'on veut aboutir, c'est-à-dire définir précisément ce que l'on veut. La seconde étape consiste à agir. Sinon, vos désirs resteront toujours des rêves. Vous devez prendre des mesures, oui. Selon vous, offriront la meilleure possibilité de produire l'effet recherché. Or, les mesures que nous prenons ne produisent pas toujours des effets désirés. Aussi, la troisième étape consiste à développer une acuité sensorielle permettant d'identifier les réactions et les effets engendrés par vos actions et de reconnaître aussi vite que possible si cette action vous approche de votre but ou si elle vous en éloigne. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien. Je me rappelle un type qui a dit la même chose. Il a dit, il y a des personnes qui vont analyser ce qu'ils font genre tous les mois. Il y en a, c'est toutes les semaines. Il y en a, c'est tous les jours. Il y en a qui vont faire ça toutes les heures. Et le gars qui fait ça toutes les heures, forcément, il est beaucoup plus haut que les autres parce qu'il analyse tout de suite. Si son truc qu'il est en train de faire, est-ce que ça le mène là où il veut ou pas? Si ça le mène pas là où il veut, il va changer direct. Au lieu de travailler comme d'arrache-pied, travailler dur, le fameux travailler dur. Moi, c'est un truc que depuis des années, je suis totalement contre cette histoire de travailler dur. Je suis pas d'accord parce que travailler dur, ça vous donnera pas forcément les résultats que vous voulez. C'est de travailler intelligemment qui vont vous les donner. Donc oui, vous devez persévérer, mais changer ce qui ne va pas. Donc il faut tout le temps, comme il a dit, analyser les choses. Et si ça ne donne pas les résultats qu'on veut, on doit changer. Donc pour moi, pour vous, c'est pareil. Il faut tout le temps changer. Dès que ça ne va pas, c'est pas la peine de continuer des mois et des mois à vouloir faire la même chose. Si ça ne donne pas de résultats, il va falloir changer ce truc. Ensuite, point suivant que j'ai mis. Si ce que vous obtenez ne correspond pas à ce que vous voulez, vous devez noter quels sont les effets que vos actions ont produits afin que cela vous serve d'expérience. Et c'est alors que vous parviendrez à la 4e étape, acquérir assez de souplesse pour modifier votre comportement jusqu'à obtenir du résultat désiré. Si vous observez des gens qui ont réussi, vous constatez qu'ils ont suivi ces étapes. Ils ont commencé par définir une cible, car sans but, pas de tir au but. Ils ont ensuite agi, car connaître son but ne suffit pas. Ils ont été capables d'identifier la réaction qu'ils obtenaient et ils n'ont pas cessé de s'adapter, de modifier leur comportement jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui fonctionnait efficacement. Donc c'est tout à fait ce que j'étais en train de dire. Vous devez vous persévérer, mais vous changez jusqu'à trouver ce que vous voulez. Et pour noter vos erreurs, vous pouvez prendre un cahier. J'ai déjà dit, prenez un cahier, prenez des notes, ce que vous faites comme action, etc. et corrigez-les. Tout ce qui ne va pas, vous les corrigez. Il faut que vous changez ce qui ne va pas pour atteindre un autre résultat. Alors, ce ne sera pas forcément tout de suite le résultat que vous voulez au départ, mais vous obtenez un autre résultat. Et là, vous adaptez jusqu'à trouver le bon résultat, ce qui vous permet d'atteindre ce que vous voulez. Moi, je sais que sur la chaîne, j'ai changé quelques trucs. C'est dommage un peu que ça m'a pas par contre continué. Mais j'ai fait 2 vidéos à une époque. Où j'avais fait exprès Amazon, où j'avais pris le truc des suggestions des gens, et j'avais fait exprès un texte pour montrer le SEO et tout. Et puis, en fait, le truc qui m'a propulsé pendant quelques moments pendant une suggestion de vidéo. Et puis, j'ai fait une deuxième, et ça me l'a refait. Et après, j'ai laissé un laps de temps où j'ai pas continué. C'est un peu dommage parce que pour moi, il me semble que c'était bien en rapport avec les suggestions que j'ai mis et le fait que j'avais fait la description en SEO pour que le moteur il me balance. Les descriptions que je fais, il faut savoir, c'est pas directement envers les gens, je vous le dis comme c'est, mais c'est plus en fait pour que le moteur de recherche il me balance en avant avec un mot-clé ou deux. En général, j'essaie d'avoir un mot-clé ou deux, j'essaie de l'avoir 5 ou 6 fois. Alors, je mets chaque fois les mots-clés dedans. C'est surtout en fait pour que le moteur de recherche il me balance au-dessus, parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui perdent du temps à lire la description, en tout cas pas la description qui correspond à la vidéo. C'est plus intéressant de voir la vidéo que de regarder la description. Mais par contre, moi, si ça me propulse en avant, c'est bien, et ça avait marché 2 fois. Mais après, je dois admettre qu'il y a quelque chose que j'avais oublié et que du coup ça marchait plus, c'est dommage. Mais par contre, ça m'avait donné le résultat que je cherchais. Je voulais que ça propulse les vues et ça avait marché. Bon, aujourd'hui, il y a une autre vidéo qui
qui s'est propulsé, mais pour autre chose, pour d'autres trucs, au niveau du moteur de recherche et au niveau d'autres choses. 5 mois après, je ne sais pas pourquoi. Là aussi, je cherche, mais c'est pareil, il faut trouver le truc, qu'est-ce qui vous donne des résultats pour propulser, et puis vous cherchez, et à un moment, vous allez trouver ce qui propulse. Bon, après, je vais noter le point suivant, j'ai noté. Alors, j'oublie toujours que j'ai la veille qui se met, il faut que je pense à bouger la souris. Alors, le point suivant, c'est Spielberg avait-il appliqué la formule fondamentale de la réussite? Sans aucun doute, il possédait ce don particulier, savoir ce qu'il voulait. Il savait quand son action le rapprochait ou l'éloignait de son but, et il possédait cette souplesse qui permet de modifier son comportement de manière à obtenir ce que l'on veut. D'ailleurs, tous ceux qui réussissent font la même chose. Ils ne cessent de s'adapter jusqu'à ce qu'il ait la vie qu'ils souhaitent. Donc, on le remet en avant. Ils changent jusqu'ils ont ce qu'il veut. En fait, Steven Spielberg, lui, il est carrément allé au plateau de cinéma. Il a commencé à chercher un endroit où il y avait, je sais plus comment on appelle ça, une loge où il n'y avait plus personne qui était abandonné. Il s'est installé dedans et tout, alors qu'il n'était pas du tout réalisateur sur le moment. Mais il voulait être réalisateur et dans sa tête, il était réalisateur avant de l'être. Et c'est ça qui l'a permis de l'être parce qu'il y a passé son temps être sur les plateaux de tournage et alors il est devenu beaucoup plus rapidement et c'est pour pareil tout le monde, il y a quelque chose que vous voulez, il faut y aller. Je sais pas, certains sont on va prendre des systèmes de voitures, il y a des gens qui adorent les voitures de sport machin et tout, donc un truc c'est d'y aller visiter les voitures, chercher à rouler avec, tout ça va vous aider à vous propulser en avant et d'avoir en fait ce que vous voulez. Oui, si c'est un métier, c'est pareil. Il va falloir vous rapprocher le plus possible de ce truc pour y arriver, même si vous ne l'êtes pas au départ. Et ça va vous propulser en avant. Point suivant, la leçon est simple. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez, du moment que vous réussissez à mobiliser les ressources vous permettant de croire à ce que vous voulez faire et à prendre les mesures utiles. Tout cela aboutit à une idée simple. Le succès n'arrive pas par hasard. La différence entre ceux qui obtiennent les résultats positifs et ceux qui n'en obtiennent pas ne tient pas à un vulgaire coup de dé. Donc, la chance, il faut la provoquer. C'est ça qu'on pourrait noter. Si vous ne provoquez pas la chance, ça ne marche pas. D'ailleurs, tous ceux qui réussissent, ils le mettent en avant. Et la chance, il faut la provoquer. Donc lui, il le met en avant, Anthony Robbins. Vous lisez d'autres personnes comme MJ DiMarco. Il a aussi fait toute une histoire avec la chance, machin. Mais il a agi, quoi. Il a agi pour avoir ce qu'il voulait. Et c'est pour tout le monde pareil. Quand vous obtenez le succès, c'est que quelque part, vous avez agi. Et que vous l'avez cherché. Vous avez modifié jusqu'à avoir le bon résultat. Vous avez corrigé vos échecs, etc. Bon. Après, j'ai aussi noté, vous vous êtes déjà demandé ce qu'un speaker et un sprinting pouvaient bien avoir en commun. Ce que partageaient John Kennedy et Martin Luther King pour toucher autant de monde d'une manière aussi profonde. Qu'est-ce qui place Ted ou Tina Turner à part, sans parler de Pete Rose ou de Ronald Reagan? La capacité de prendre les mesures efficaces pour réaliser leurs rêves. Mais qu'est-ce qui leur a permis de continuer jour après jour à mettre tout ce qu'ils possédaient dans tout ce qu'ils faisaient? Certes, il y a de cela de nombreux facteurs, je crois toutefois qu'il existe 7 traits fondamentaux qu'ils ont tous cultivés, 7 caractéristiques qui les ont conduits à faire ce qu'il fallait pour réussir. Il s'agit de 7 mécanismes de base susceptibles de vous assurer le succès à vous aussi. Alors je vais vous les lire, les 7 traits. Le trait numéro 1, c'est la passion. Le trait numéro 2, la conviction. Le trait numéro 3, la stratégie. Le trait numéro 4, la clarté des valeurs. Le trait numéro 5, l'énergie. Le trait numéro 6, l'art de se lier. Et le trait numéro 7, la maîtrise de la communication. D'ailleurs, c'est sûrement celui que je pense le plus important, la communication. Je ne sais plus s'il mettait ça en avant comme que c'était plus important. Mais la persuasion, c'est très important, surtout sur Internet. Moi, je pense que la plupart des problèmes des gens qui n'arrivent pas à vendre un produit et tout, le problème, il est là. C'est être capable d'être persuasif, d'arriver à vendre le fameux stylo. On peut reprendre l'exemple du stylo. Il faut être persuasif. Les gens qui n'arrivent pas assez bien, le problème se situe là, quoi. Alors, le point suivant. Les gens qui réussissent ne rencontrent pas moins de problèmes que ceux qui échouent. Les seuls individus sans problème reposent dans les cimetières. Ce n'est donc pas ce qui nous arrive qui distingue nos réussites de nos échecs. C'est la façon dont nous le percevons et dont nous réagissons à ce qui arrive qui change tout. Donc là, il y a un point qu'il a dit à un endroit, je ne sais plus où exactement, mais il parle de la perception de ce qu'on voit.
Et on peut prendre deux personnes. Il y a une personne qui voit une chose d'une certaine manière et une deuxième personne à côté qui voit les choses d'une autre manière. Par contre, en fait, toutes les deux personnes, en fait, elles disent la vérité. Ce qui se passe, c'est que leur perception, comment elles voient les choses, n'est pas la même. Il faut savoir que le cerveau, il filtre les choses et il vous fait voir que ce que vous avez selon vos croyances. Si vous changez ces croyances, vous allez percevoir les choses d'une autre manière. Donc, un des trucs qu'il avait dit, c'est de trouver trois perceptions différentes d'une situation. Vous n'êtes pas obligé de percevoir les choses d'une seule façon. Vous pouvez chercher à voir sous deux autres angles. Et comme ça, vous allez beaucoup plus facilement trouver la bonne voie, en fait. Au lieu d'être bloqué sur votre perception de base, il va falloir essayer de changer, de retrouver les deux autres perceptions et ça va vous donner des nouvelles pistes, en fait. Ensuite, j'ai noté, ceux qui réussissent se font bousculer par une vague et en tirent une leçon pour se faire porter par la suivante. Ils bravent les fruits. Oh, j'écris dessus, j'ai des paillettes, j'ai les marqueurs dessus. Les frimas de l'hiver parce qu'ils servent que juste après vient le printemps. Ils ont conscience de ce que leur action détermine le cours de leur existence et de ce qu'on modifie ces actions. Il est à la fois mental et physique. Ils peuvent transformer leur vie. Donc, vos actions, quand vous agissez, c'est bien, mais vos actions vont vous donner un certain résultat. Si vous changez ces actions, vous allez changer vos résultats. Point suivant, j'aurais tendance à penser que la principale distinction entre les gens réside dans le choix de la perception des événements. Le détail qui change tout, c'est la façon dont les gens choisissent de réagir par rapport à ce qu'ils voient, entendent et ressentent. Donc là, on est clairement dans cette histoire de perception. Là, j'ai pris une note il a mis une citation d'un certain Henri Thoreau. Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Donc les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Et ça, c'est un point important. On est bien responsable de nos résultats. Si on change, on a d'autres résultats. On est les seuls qui peuvent changer. On ne peut pas changer les choses autour de nous. C'est pas possible. On ne peut pas changer les autres. On peut changer nous. Et si on change nous, on change nos résultats. Alors, ce sera peut-être mieux ou moins bien selon le cas. Il faudra voir quel résultat ça donne et adapter en conséquence. Point suivant, il existe un moyen simple de réussir qui consiste à observer les états et les représentations intérieures qui consistent au succès et à apprendre à les reproduire. Si un état particulier produit tel effet sur quelqu'un, il y a de fortes chances pour qu'il produise le même effet sur nous. Dans ma recherche personnelle de l'épanouissement, je me suis engagé sur toutes les voies que j'ai rencontrées. J'ai étudié toutes les thérapies, toutes les techniques de pensée positive, toutes les formes de développement spirituel. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à avoir la nausée. Tout ce que je trouvais semblait une variante des trois méthodes principales. La pensée positive, une forme de thérapie de décharge émotionnelle, comme le cri primal, ou le mysticisme oriental. Toutes avaient leurs vertus, mais aucune ne semblait exactement correspondre à ce que je recherchais. Puis je suis tombé sur une science connue sous le nom de la programmation neurolinguistique. En abrégé PNL. La PNL est l'étude de façon dont le langage, à la fois verbal et non verbal, affecte le système nerveux. Toute action dépend de notre capacité à diriger notre cerveau. Les gens qui produisent des effets remarquables sont ceux qui réussissent à établir des communications particulières avec et à travers leur système nerveux. Bon. Là, la PNL, le gros de la PNL, c'est en fait copier le voisin, quoi. Si vous faites les mêmes gestes que le voisin, si vous parlez du même ton de voix, etc., vous utilisez les mêmes mots que le voisin, vous allez voir que cette personne va vous apprécier automatiquement. Et plus vous avez de différence, et moins elle va vous aimer. Donc, la gros de la PNL, c'est quand même ça, c'est adaptez-vous à comment les gens ils fonctionnent, faites la même chose et automatiquement, vous allez aller beaucoup plus rapidement. Bon, ensuite j'ai noté point suivant. Or, pour moi, l'imitation est la voie royale de la réussite. Si en effet quelqu'un au monde obtient le résultat que je cherche, j'estime être en mesure de l'obtenir moi aussi, à condition évidemment d'y consacrer le temps et les efforts nécessaires. Et si vous désirez réussir, la seule chose que vous ayez à faire consiste à trouver le moyen d'imiter ceux qui ont réussi avant vous, c'est-à-dire à découvrir quelle action ils ont entrepris
et en particulier comment ils ont utilisé leur cerveau et leur corps pour obtenir les résultats que vous cherchez à reproduire. Si vous voulez devenir meilleur comme ami, comme parent, comme athlète, comme chef d'entreprise, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver des modèles. Donc là, il dit bien, on va copier les autres et vous allez trouver des modèles. Donc il faut trouver des gens qui ont déjà obtenu ce que vous voulez et faire exactement comme ils font. Il va falloir comprendre comment ils raisonnent dans leur tête, donc à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et faire la même chose. Si vous faites exactement la même chose, enfin nous faisons exactement la même chose, alors on va forcément avoir les mêmes résultats. Bon, après ça reste compliqué à faire, mais le truc est quand même véridique. Si vous faites la même chose, exactement la même chose, mais pas juste extérieur à l'intérieur aussi, alors vous aurez les mêmes résultats. Ça, c'est souvent un truc qui n'est pas compris. Les gens, on dit, ouais, copier les trucs, les annonces publicitaires et tout sur Internet et tout. Mais il y a une chose qui a souvent été oubliée par les gens, c'est qu'il faut aussi comprendre comment le gars, il a fonctionné à l'intérieur pour comprendre tout le truc. Et si vous ne comprenez pas tout le truc, c'est normal que ça ne marche pas en fait. Parce que vous n'avez pas la totalité, vous avez seulement 50% de comment il fait. Et tant que vous êtes à 50% de comment il fait, c'est normal que vous n'avez pas les mêmes résultats. Pour moi, c'est pareil. Hein. Bon. Ensuite, j'ai noté, pour imiter la réussite, il faut se transformer en détective, en enquêteur. Il faut poser beaucoup de questions afin de découvrir tous les indices qui conduisent au succès. J'ai appris au meilleur tireur au pistolet de l'armée américaine comment améliorer son tir en découvrant les modèles exacts de réussite au pistolet. J'ai assimilé le talent d'un maître de karaté en observant ce qu'il pensait et ce qu'il faisait. J'ai aidé des athlètes professionnels et des athlètes olympiques à améliorer leur performance. Et je suis parvenu en trouvant le moyen de copier précisément ce que faisaient ces hommes quand ils obtenaient leurs meilleurs résultats, puis en montrant comment déclencher ces performances à la demande. Donc, voilà. Il dit bien, si je vais relire le truc, en observant ce qu'il pensait et ce qu'il faisait. Il dit bien ce qu'il pensait et ce qu'il faisait, et pas uniquement ce qu'il faisait. C'est ça une différence. Hein. Ensuite, pour gagner beaucoup d'argent, vous n'avez même pas besoin d'être particulièrement intelligent. Beaucoup de gens se contentent de trouver une affaire qui marche et de monter la même ailleurs, avant que le temps de décollage ne soit écoulé. La seule chose à faire consiste à adopter une solution qui a fait ses preuves et à la reproduire, ou mieux encore, à l'améliorer. Pour ceux qui agissent ainsi, le succès est presque garanti. Donc quelqu'un qui faisait ça, qui prenait quelque chose et qui l'améliorait, c'était Steve Jobs. Il adorait faire ça. Il prenait quelque chose qui existait déjà et puis après il a amélioré le truc. Donc point suivant. Si quelqu'un accomplit une prouesse, la première question qui doit vous venir à l'esprit c'est comment s'y est-il pris? Je voudrais que vous traquiez la réussite, que vous guettez la magie que recèle tout ce que vous voyez et ce que vous découvrez, ce qu'il a produit afin de réussir à produire les mêmes résultats quand vous le désirez. Donc là, ok, on est toujours sur la même chose. On copie, on analyse ce que ceux qui ont réussi avant nous y font. Un état peut être défini comme la somme des millions de phénomènes neurologiques qui se produisent en nous, c'est-à-dire de tout ce qui nous arrive à un moment donné. La plupart de nos états s'instaurent sans intervention consciente de notre part. Un événement se produit et nous y réagissons en nous mettant dans un état particulier. Qu'il soit fécond ou inhibitif, cet état semble vous être généralement imposé sans que nous puissions le modifier. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent se remettre à volonté dans un état dynamogène. Voilà, donc là il parle, c'est dans le chapitre 3, les états. Ce qui nous aura à un moment donné, la plupart de nos états s'aspirent à l'intérieur conscient de notre part, un événement se produit et nous y réagissons et nous mettons dans un état particulier. Bon, à un moment, il me semble qu'il dit que l'état, on peut les changer, hein, parce que c'est assez logique. Si on continue de faire la même chose, on obtient les mêmes résultats. En fait, nous ne disons qu'une chose, nous trouver dans un certain état. Faites la liste de ce que vous attendez de la vie. De l'amour, eh bien, l'amour est un état, une sensation que nous nommons à partir de certains stimuli de l'environnement. De l'argent, vous n'avez que faire, bien sûr, de ces coupons de papier à l'effigie des personnages défunts. Vous ne désirez en fait ce que l'argent représente pour vous, l'amour, la confiance, la liberté ou tout autre état qu'il peut. Selon vous, vous procurez. Par conséquent, la clé de l'amour, de la joie, du pouvoir dont l'être humain rêve depuis toujours, celui de mener sa vie comme il l'entend, c'est la capacité de contrôler ses états. Donc après, il vient avec tout un schéma sur les états.
Ouais, bon, en tout cas, il dit que l'état, il le met donc c'est bien interne, et selon comment on réagit à l'intérieur, on va le ressortir en parole, en action, et en comportement, hein, comment on va se positionner, et tout ça, ça vient à l'intérieur. Donc, si on veut changer les choses à l'extérieur, on doit changer à l'intérieur. Hein. Ensuite, j'ai noté, quelle que soit l'horreur de la situation, vous pouvez toujours vous la représenter d'une manière qui augmente votre pouvoir. Donc là, on est dans la perception. De nouveau, qu'importe le truc qui vous arrive, vous pouvez toujours percevoir d'une façon... J'ai encore oublié la veille. Vous pouvez l'apercevoir d'une façon qui est positive pour vous. Si vous avez quelque chose qui a malheur, vous n'êtes pas obligé de le percevoir comme une fatalité complète. Je me rappelle quelque chose que j'avais lu, je ne sais plus dans quel bouquin, il montrait une histoire avec un gamin, il avait son enfant, la personne, et il y avait un vase. Et le vase, il valait, je ne sais pas quoi, disons qu'il valait 10 000 euros le vase. Et le gamin, il jouait et puis il a cassé le vase. Et le gars, au lieu de percevoir, d'engueuler son fils comme quoi il lui a cassé le vase à 10 000 euros, machin, et je sais pas quoi, et bah sa perception à lui, c'était, ah ouais, bah maintenant, ça me donne une occasion de changer, avoir un nouveau vase, de changer de décor, en fait. On peut voir donc, on peut avoir la perception de différentes manières. On n'est pas obligé, ouais, c'est catastrophique, il m'a détruit mon vase, machin et tout. On peut aussi le percevoir différemment. Ah ouais, c'est une occasion de changer de vase ou autre. Et donc, du coup, d'être plus positif au lieu de percevoir les choses dans un mauvais sens. Point suivant. Pour obtenir les résultats qu'on en désire, il faut se représenter les choses de façon à se mettre dans un état suffisamment fécond pour épuiser le pouvoir d'entreprendre. Si vous n'y parvenez pas, c'est probablement parce que vous ne pouvez même pas essayer de le faire ou que vous essayez avec trop peu de conviction. Lorsque je vous dis « marchons sur le feu », les stimuli que j'ai mis à votre attention avec des mots ou dans votre langage du corps vous vont jusqu'à votre cerveau et ils vous donnent lieu à une représentation. Si l'image que vous faites naître est celle d'individus avec des anneaux dans le nez accomplissant je ne sais quel rite effrayant ou celle des victimes sur un bûcher, vous ne vous trouverez pas dans un état très dynamisant. Et si vous vous imaginez en train de brûler, vous serez dans un état totalement inhibitif. Donc là, c'est un truc qui fait, et c'est assez incroyable, je trouve quand même ce truc, il fait marcher les gens à pieds nus sur une île de feu, de braises, hein, des braises qui ont été chauffées pendant un bout de temps lors de ces séminaires, et les gens ils traversent et ils ne sont pas brûlés du tout. Et pourtant, par défaut, la plupart d'entre nous, dont moi-même, je me dis, mince alors, normalement, on risque de se brûler, quoi. Et on va se brûler en faisant un truc pareil. Et apparemment, non, on va pas se brûler. Donc, comme quoi, c'est une croyance qu'on a dans la tête qui serait fausse. Donc, je trouve ça assez bluffant, mais c'est justement ça qui nous empêche, en fait, d'avancer. Quand on croit certaines choses dures comme fer, alors qu'en fait, elles sont fausses. Et tant qu'on n'arrive pas à enlever ces fausses croyances, on n'obtiendra pas les résultats qu'on souhaite obtenir. Il faut à tout prix s'en débarrasser. Et cette histoire de marche sur le feu, c'est un très bon truc, hein, je trouve. Point suivant que j'ai noté. Une personne en état d'amour vous serrera dans ses bras alors qu'une autre se contentera de vous dire qu'elle vous aime. Cela parce que lorsque nous nous mettons dans un état donné, notre cerveau a alors accès à un choix de comportement. Ce choix dépend lui-même des modèles dont nous disposons. Certaines personnes, quant à elles, sont en colère, ne disposant que d'un modèle de réaction. Elles exposent parce que ce qu'elles ont appris en observant leurs parents. Certaines ont pu essayer d'autres réactions qui leur ont permis d'obtenir ce qu'elles voulaient et les ont enregistrées dans leur mémoire pour un usage ultérieur. Donc là, on voit bien, pour une personne, la même chose, il ne le voit pas de la même façon. Hein. On a deux personnes qui ne vont pas réagir de la même façon. Et si l'autre partenaire il réagit pas de la même façon, il n'a pas la même perception du truc, ben forcément ça va clocher, quoi. Donc il faut changer la perception pour être la même que celle-là de la personne en face. Hein. Sinon ça peut pas aller. Ensuite, j'ai noté, en imitant d'autres individus, nous devons découvrir les convictions particulières qui les amènent à se présenter à un monde où l'action est possible. Nous devons trouver exactement comment ils se représentent leur expérience du monde. Quelles sont les images qui le forment dans leur esprit, ce qu'ils se disent, ce qu'ils ressentent. Et je le répète,
Si nous réussissons à envoyer les mêmes messages à notre corps, nous pouvons produire les mêmes résultats. Toute la question de l'imitation est là. Donc il dit bien, si on n'arrive pas dans la tête à voir la même chose, se dire les mêmes choses, à l'extérieur, ce ne sera pas possible de faire exactement la même chose. Malgré qu'on essaie de le copier. Il faut qu'à l'intérieur, on se dit, on a le même raisonnement pour faire sortir à l'extérieur la même chose. Les résultats ne se produisent pas tout seuls, c'est la constante de la vie. Si vous ne décidez pas concernant des résultats que vous voulez produire et que vous ne vous représentez pas les choses en conséquence, un phénomène extérieur, une conversation, une émission de télévision, n'importe quoi, risque de provoquer en vous un état négatif. La vie est comme une rivière, elle court, vous risquez d'être emporté par elle si vous ne prenez pas les mesures volontaires, conscientes, pour vous diriger dans la direction que vous avez choisie. Ok. Donc, ce point-là, je ne vais pas noter plus. Hein. On va passer au point suivant. Tous les jours, Fischer se répétait à lui-même et disait aux autres, c'est pour aujourd'hui. Et à la fin de la journée, ce sera pour demain. Mais il ne suffisait pas de le dire. Il fallait aussi qu'il le dise comme il convient, avec un certain ton de voix et en formant certaines images dans son esprit. Il se mettait chaque jour dans un état qui lui permettait de continuer à agir. C'est un exemple classique de la formule fondamentale du succès. Il savait où il allait, il agissait, il tirait les enseignements de ce succès et quand il échouait, il essayait autre chose, jusqu'à ce que cela réussisse. Donc là, on voit bien qu'il disait son point dans un état d'esprit. Maintenant, on pourra se dire, ouais, c'est aujourd'hui que, je sais pas, par exemple, ma chaîne YouTube, elle va décoller. Et si elle décolle pas, le soir, et ben, il se dit, ce sera pour demain. J'aime bien, j'ai noté ça parce que j'ai trouvé ça assez sympa. En fait, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Parce qu'il faut savoir que quand vous entreprenez quelque chose comme ça, il faudra quand même des mois avant que ça décolle. Donc, si vous fonctionnez de cette manière-là, forcément, vous allez avoir plus de persévérance pour pouvoir continuer et afin obtenir ce que vous voulez. Bien sûr, il faut quand même analyser bien pour être sûr que vous êtes bien dans la bonne voie. Allez, je vais passer au point suivant. On a encore le temps. Alors, vous retiendrez de ce chapitre qu'un état donné peut vous fournir un pouvoir extraordinaire. Et comme vous pouvez contrôler vos états, vous n'avez aucune raison d'être à la merci des circonstances. Donc voilà, c'est juste le point qui a été noté à la fin du chapitre 3 sur les états, comme quoi on peut les modifier. Donc c'est les états, on peut voir aussi ça comme nos croyances. Hein. Dans d'autres livres, on parle de croyances, c'est la même chose en fait. Techniquement, il va falloir changer nos états, changer nos croyances pour obtenir d'autres résultats. Après, j'ai noté la cote qu'il y avait sur le chapitre 4. L'homme est ce qu'il croit. Et effectivement, on va devenir ce que l'on croit. Hein. Voilà, il parle d'ailleurs de croyances. Donc lui, il sépare quand même bien les deux. Voilà, c'est pas forcément toujours très facile de tout comprendre. C'est pour ça que j'aime bien relire les livres à bout d'un temps quand ils sont vraiment bons. Parce que après, ma perception, elle a bien changé quand j'ai évolué. Parce que c'est pas tout et toujours si simple que ça, mais il faut vraiment tout comprendre si on veut obtenir les mêmes résultats. Si on veut avoir autant que Anthony Robbins, il faut vraiment avoir exactement le même état d'esprit. Hein. Sinon, on ne pourra pas avoir la même chose à l'extérieur. Alors, un point suivant, un être qui possède une croyance a autant de force que 99 êtres qui n'en ont que des intérêts, a écrit John Stuart Mill. Voilà pourquoi les croyances ouvrent la voie qui mène à l'excellence. Elles donnent des ordres à notre système nerveux. Lorsque vous croyez qu'une chose est vraie, vous vous mettez dans un état qui permet qu'elle le soit. Ah, voilà. Ce qu'il dit, c'est que l'état, on le reçoit grâce à la croyance. Je me dis, c'est quand même le même principe à la fin. Les croyances qu'on se donne va nous mettre dans un certain état et c'est ça qui va nous permettre d'agir comme il faut et d'obtenir ce que l'on veut. Ensuite, j'ai aussi noté, pour modifier notre comportement, nous devons commencer par agir sur nos croyances. Si nous voulons imiter l'excellence, nous devons apprendre à modeler nos croyances sur celles des individus qui sont parvenus à l'excellence. Donc, qu'importe le domaine. Hein. Si on veut l'excellence, on doit trouver un mentor, quelqu'un d'extrêmement doué, qui n'est pas forcément direct. Certaines personnes, vous ne pourrez jamais être avec eux directement ou alors très peu. Mais vous pouvez peut-être apprendre d'eux grâce à leurs vidéos qu'ils ont fait, grâce aux livres qu'ils ont fait, grâce aux séminaires qu'ils font, grâce à différents points qu'ils ont réalisés. Vous pourrez vous rapprocher de ces gens et ainsi devenir comme eux et obtenir les mêmes résultats.
Si l'on croit à la réussite, on trouvera en soi le pouvoir de l'atteindre. Si l'on croit à l'échec, on aura tendance à aboutir. Rappelez-vous donc ceci, quand vous dites que vous êtes capable d'accomplir telle action et quand vous dites que vous n'êtes pas capable, dans les deux cas, vous avez raison. Les deux types de croyances sont très puissantes. La question est de savoir quels types de croyances sont très puissants. Là, il y a une croyance qui est bête. Si vous ne croyez pas au projet que vous êtes sûr de réussir, ce n'est pas la peine de commencer. Il y en a qui mettent ça vraiment clairement en avant et moi je pense que c'est assez juste. Si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous êtes déjà dans la mauvaise voie. Il faut que vous vous lancez dans un projet où vous êtes certain, vous croyez à fond que c'est possible. Point suivant, sachez que toute expérience humaine, tout ce que vous avez dit, vu, entendu, senti, ressenti ou touché est emmagasiné dans votre cerveau. Quand vous dites avec conviction que vous ne vous souvenez pas, vous avez raison. Quand vous dites avec conviction que vous vous souvenez, vous donnez à votre système nerveux l'ordre d'ouvrir les voies qui conduisent à la partie de votre cerveau qui possède la capacité de vous fournir les réponses que vous attendez. Donc voilà, dans les deux cas, c'est un peu le truc d'Henry Ford qui disait dans les deux cas vous avez raison. C'est exactement ça. Vous allez automatiquement obtenir ce pourquoi vous êtes convaincu, sur ce pourquoi vous êtes que vous croyez. Donc il faut à tout prix changer et se concentrer vraiment sur ce que vous voulez et croire que c'est vraiment possible. Pas vouloir, mais croire. Ça aussi, c'est une nuance. Quand vous voulez, vous n'êtes pas dans une posture positive. Mais quand vous croyez que ça rentre dans la tête, c'est possible. Là, ça va marcher. Ensuite, le point suivant. Si l'on grandit dans la richesse et la réussite, il est facile d'imiter la richesse et la réussite. Si l'on grandit dans la misère et le désespoir, c'est là que l'on puise ces modèles de conduite. Comme l'a dit Einstein, rares sont les gens capables d'exprimer avec impartialité des opinions qui diffèrent des préjugés qu'on a dans leur milieu social. La plupart des gens sont même incapables de concevoir pareille opinion. Donc ça, la plupart des livres le disent. On le voit sur Robert Kiyosaki, sur d'autres personnes. Ils disent l'environnement c'est super important. Ceux qui sont nés dans une richesse, ils croient automatiquement à la richesse, c'est possible. Mais ceux qui ne le sont pas, c'est beaucoup plus difficile de croire que c'est possible. C'est tout à fait logique et normal. Mais par contre, il va falloir arriver à se recabler comme quoi c'est possible en passant énormément de temps avec les gens qui sont riches. Et c'est ça qui va nous aider à croire finalement que si, c'est vraiment possible, alors qu'on ne croyait pas au départ. Mais en réalité, si, c'est possible. Point suivant. L'expérience directe est certes en forme d'accès à la connaissance, mais il existe aussi de la lecture, le cinéma et la découverte du monde par ce qu'en disent les autres. La connaissance est un des grands moyens de briser les chaînes de l'environnement sclérosant. Aussi sinistre que soit le monde dans lequel vous vivez, si vous avez la possibilité de connaître par la lecture les réalisations des autres, vous pouvez faire naître des croyances qui vous permettront de réussir. Donc ça, je l'avais dit. Vous avez le choix entre les vidéos, les livres, les séminaires, les ci et ça, qui vont vous permettre de réussir, de sortir de votre environnement habituel. Ensuite, j'ai mis le quatrième moyen d'obtenir des résultats consiste à s'appuyer sur des résultats antérieurs. Si vous avez fait quelque chose une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, vous en savez capable. Pour qu'il puisse sortir à temps, il fallait que je redirige la première mouture de ce livre en moins d'un mois. Je n'étais pas sûr d'y arriver, mais mis au pied du mur, j'ai réussi à écrire un chapitre en une journée seulement. Et j'ai su alors que je pourrais recommencer. J'ai ainsi réussi à faire naître les croyances qui m'ont permis d'achever ce livre à temps. Donc il a écrit très vite, mais le fait qu'il a cru et qu'il a vu un état de base que ça marchait, ça l'a motivé à pouvoir le faire, à croire que ça marche. Aujourd'hui, moi-même, je me dis avec ma chaîne, je me dis oui, c'est possible, parce que ça fait 2 fois que j'ai réussi à balancer une vidéo en suggestion que le YouTube il m'a balancé, et ça m'a fait des vues, et après j'ai eu une autre vidéo qui tourne d'ailleurs aujourd'hui, qui me ramène beaucoup de monde, et je suis content que vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder. Il y en aura sûrement beaucoup plus par la suite, mais non, je crois que c'est possible d'aller beaucoup plus loin parce que voilà, je vois le résultat, un petit résultat, et alors je me pose la question, ouais, mais si j'ai une deuxième vidéo qui fait pareil et une troisième, quatrième que j'ai mis en les faisant, et ben à la fin j'arriverai bien au nombre que je veux, au résultat que je veux. Mais pour ça, il faut mettre plus de charbon. Et pour vous, c'est pareil. Au départ, ouais, c'est pas facile. Mais si vous avez un petit résultat et que vous songez en multipliant de votre côté, est-ce que ce que vous multipliez, ça peut multiplier après le fait qu'il y a une deuxième qui va être aussi multipliée, que ça va faire exponentiel? Et bien la réponse est oui. Donc vous êtes plus truc à vouloir continuer. Vous avez une preuve que ça marche.
Le cinquième moyen de faire naître des croyances est la création dans son esprit de l'expérience qu'on veut voir se réaliser dans l'avenir comme si elle se réalisait à l'instant même. C'est ce que j'appelle l'expérience anticipée des résultats. Quand les conditions qui vous entourent ne vous aident pas à être dans un état d'efficacité, il suffit de créer le monde selon vos désirs, de vous immerger dans cette expérience et de modifier ainsi vos états, vos croyances et votre action. Si vous êtes voyageur de commerce, qu'y a-t-il de plus facile? Gagner 10 000 ou 100 000 $? La vérité, c'est qu'il est plus facile d'en gagner 100 000. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque votre but est de gagner 10 000 $, vous essayez seulement de gagner assez d'argent pour payer les factures courantes. Si cela est votre but, si c'est la raison que vous vous donnez pour expliquer pourquoi vous travaillez si dur, pensez que vous serez dans un état fécond et dynamisant lorsque vous irez voir vos clients. Êtes-vous vraiment rempli d'enthousiasme quand vous dites « Allez mon petit vieux, faut aller au boulot pour payer ces sacrées factures ». Je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, ça ne me mettrait pas dans une forme éblouissante. Et ça, c'est tout à fait vrai. Si vous lui dites « Ouais, vous allez gagner donc 10 fois plus », le gars, il sera forcément beaucoup plus motivé à bosser, à agir que s'il gagne quasiment rien. Hein, les clopinettes, ça sert à rien. Bon, maintenant, 10 000 en France, 10 000 € par mois, c'est déjà pas mal. 100 000 € c'est vraiment bien. Si c'est pas du CA, si c'est vraiment la somme nette que vous avez par mois, et c'est parfaitement possible en fait d'avoir les 100 000 € par mois, même en étant en France. Bon, mais ce qui met là comme point, c'est simplement le fait que ça donne une motivation d'aller à travailler si vous savez que vous allez gagner 10 fois plus. Point suivant, vos représentations internes et vos croyances fonctionnent sur ainsi dire de la même façon. Si vous ne les aimez pas, vous ne pouvez en changer. Nous avons tous une hiérarchie, une échelle de croyances. Nous possédons des croyances centrales, des choses si fondamentales que nous serions prêts à mourir pour elles. C'est le cas des idées que nous avons sur la patrie, la famille, l'amour. Mais l'essentiel de notre vie est gouverné par des croyances sur nos possibilités, notre réussite, notre bonheur, croyances que nous avons recueillies constamment au fil des années. Ce qu'il faut maintenir, c'est considérer ces croyances et s'assurer qu'elles nous sont utiles, qu'elles sont efficaces et qu'elles nous donnent du pouvoir. Ensuite, j'ai aussi noté, imaginons un individu qui se croit capable de faire quelque chose. Un enfant qui se dit « Je suis un mauvais élève » par exemple. S'il s'attend à échouer, va-t-il mobiliser toutes ses ressources? Non, bien sûr, il est déjà convaincu qu'il ne savait rien. Il a déjà signalé à son cerveau qu'il fallait s'attendre à un échec. Ayant commencé ainsi, quelles mesures pratiques va-t-il prendre? Va-t-il avoir confiance en lui, en être plein d'énergie, déterminé, convaincant? Cet état d'esprit va-t-il refléter ses possibilités réelles? C'est peu probable. Si vous êtes convaincu que vous allez échouer, pourquoi faire le moindre effort? Vous avez commencé avec un système de croyance qui fait ressortir ce que vous êtes incapable de faire. Un système qui, par conséquent, ordonne à votre centre nerveux de réagir d'une certaine manière. Souvent, c'est l'erreur que beaucoup font. Ils ne croient pas que c'est possible. Et forcément, que ce soit un cours ou un autre, ça va donner des mauvais résultats, quoi. Et ça, on peut l'analyser à notre passé. Ouais, si on n'était pas bon en cours, pourquoi? Et si on était bon en cours, pourquoi? Et c'était bien parce qu'on croyait que c'était possible si on était bon. Et si on était mauvais, on croyait que c'était pas possible. Alors que si on change ça, les résultats vont être forcément différents. Point suivant. Les gens qui sont malheureux et qui nous mènent une vie de chien ont souvent été si longtemps sans obtenir ce qu'ils désiraient qu'ils ne croient plus pouvoir atteindre un résultat recherché. Ils ne font rien ou presque pour mobiliser leur potentiel et essaient finalement de trouver les moyens de se créer une vie où l'on fait le moins possible. Quels résultats obtiennent-ils alors? Des résultats lamentables qui produisent des résultats lamentables qui détruisent un peu plus leurs croyances si c'est encore possible. Donc on voit l'importance de toutes ces croyances et le problème du fait d'être bloqué sur ces échecs au lieu de voir ça comme un résultat. Ouais, on a eu un résultat, il n'était pas forcément celui qu'on veut, mais si on change, on va obtenir un autre résultat et ce sera peut-être cette fois-ci celui qu'on veut. Plus on continue de chercher à avoir le résultat en persévérant, plus on va finir à un moment ou à un autre par tomber. En tout cas, il ne faut pas rester statique sur le même point, sinon on obtient le même résultat. Ensuite, j'ai noté, l'histoire a montré à des multiples reprises que quand les gens adoptent un système de croyance qui leur donne du pouvoir, ils reviennent à la charger avec assez de détermination et de ressources pour finir par réussir. Abraham Lincoln prédit 23 ou 25... Abraham Lincoln perdit
23 aux 26 élections auxquelles il se présentait, il ne cessa jamais de croire en sa capacité de vaincre. Il sut puiser sa puissance dans le succès et refusa de se laisser abattre par l'échec. Son système de croyance était tendu vers l'excellence. Il a fini par y arriver et quand il y parvient, il transforma la face du monde. Ça me rappelle aussi l'histoire. Il n'y a pas que Abraham Lincoln qui a fait ça. Enfin, il y a plein de gens qui l'ont fait, mais ça me rappelle surtout Sylvester Stallone. Lui, il a fait la même chose avec le film Rocky. Il faut savoir qu'il a écrit le film Rocky après avoir vu un combat de boxe. Il a écrit en une soirée son truc. Et après, il a cherché des réalisateurs pour réaliser le film. Et tous, ils voulaient être l'acteur principal impérativement. Il était fixé là-dessus. Et il avait raison parce qu'il savait, s'il devient l'acteur principal, c'est lui qui est mis en avant. Et c'est lui qui va après, par la suite, gagner. Même s'il n'est pas payé la première fois pour le premier film. Et il est resté donc bloqué sur ça. Il savait que il devait être l'acteur principal. Alors il s'est vu, il a eu plein d'échecs, plein de refus. Les réalisateurs qui voulaient pas, le a proposé tout le temps pour acheter le script en étant d'argent, mais qu'il jouerait pas dedans, ou alors qu'il aurait un petit rôle au lieu d'être l'acteur principal. Et lui, il n'a pas lâché là-dessus, et il avait tout à fait raison, parce qu'il savait que, en devenant l'acteur principal, il allait changer sa vie. Et il l'a fait. Et à un moment, il est devenu donc l'acteur principal de son script Rocky, et il n'a pas gagné grand chose pour le film, pour celui-ci. Par contre, pour les suivants, il a gagné des sommes colossales. Et ça a seulement marché parce que il a dit non, moi je veux être l'acteur principal, c'est moi qui va être le Rocky Balboa et personne d'autre. Et c'est ça qui a changé sa vie. Donc c'est un truc à voir. Comme quoi, quand on fait plein d'échecs, au bout d'un moment, on finit quand même par y arriver en persévérant. Bon, le point suivant, autre moyen de changer vos croyances. Faites une expérience qui les démente. C'est la raison pour laquelle nous marchons sur le feu. Je me moque de savoir si les gens peuvent marcher sur le feu. Ce qui m'importe, c'est que les gens fassent quelque chose qu'ils croient impossible. Si vous y parvenez, cela vous contraint à reconsidérer vos croyances. Voilà. Bon, ça, cette histoire de marche sur le feu, ça me tique vraiment. Il faudrait que je regarde une vidéo pour voir les gens, s'il y a une vidéo dessus qui montre vraiment les gens marcher comme ça. Parce que je ne vais pas vérifier sur le moment. Et c'est quand même quelque chose qui me chagrine parce qu'effectivement, pour moi, ça me semble impossible. Hein. Mais je pense que c'est pas 100% impossible. Je pense que s'il dit, si ce type dit que c'est possible et qu'il y a vraiment des gens qui l'ont fait, vu sa stature, ça paraît bizarre qu'il raconte des conneries. Mais j'aimerais bien voir une vidéo qui montre les gens pour vraiment montrer comme quoi c'est possible. Il faut vraiment que je le fasse. Vérifier ça. Ensuite, j'ai noté, pour aller vers le succès, il faut connaître vos objectifs. Prendre des mesures, évaluer les résultats que vous obtenez et être assez souple pour changer quand vous avez échoué. Il en va de même pour les croyances. Vous devez découvrir celles qui contribuent à la réalisation de vos objectifs. Si vos croyances n'y contribuent pas, il faut vous en débarrasser et en trouver d'autres. Après, il y a une listine de croyances. Croyance numéro 1. Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Croyance numéro 2. L'échec n'existe pas. Seuls existent les résultats. Croyance numéro 3. Quoi qu'il arrive, assumez en la responsabilité. Croyance numéro 4. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Croyance numéro 5. Les êtres humains sont votre plus grande ressource. Croyance numéro 6. Le travail est un jeu. Croyance numéro 7. Il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Donc là, c'est des exemples de croyances qu'on peut imprégner si on ne les a pas. C'est très intéressant. Point suivant. Si votre schéma thérapeutique consiste à appuyer systématiquement sur les boutons qui provoquent la douleur, vous risquez de renforcer l'état négatif que vous vouliez justement éliminer. Je pense qu'il vaut mieux vous y prendre tout à fait autrement. Pourquoi par exemple ne pas reprogrammer votre jukebox de façon qu'il le joue un air complètement différent. Le bouton pressé reste le même, mais au lieu de faire entendre un air triste, il déclenche un air plein d'allant. Ou encore, pourquoi ne pas réenregistrer le disque, c'est-à-dire le remplacer les vieux souvenirs par de nouveaux. Donc là, il dit d'effacer tout ce qui est négatif, toutes les croyances, au lieu de les oublier, juste les remplacer.
Ensuite, en reproduisant les actions des autres, on peut obtenir les mêmes résultats qu'eux. Il faut pour cela en connaître non seulement les éléments, mais les quantités exactes de chaque élément nécessaire. Or, les éléments de toute expérience humaine dérivent de nos sensations, passent à travers ce que j'appelle les modalités sensorielles. Donc là, il met encore un point en avant, il faut aussi savoir quelle quantité il applique. Il ne s'agit pas d'avoir le bon état d'esprit, de copier la même chose, d'avoir le même état d'esprit interne que lui, de faire la même chose à l'extérieur. Il faut aussi faire la même quantité. Point suivant, je voudrais que vous vous rappeliez un souvenir très agréable. C'est peut-être un souvenir ancien ou récent. Fermez les yeux, détendez-vous et concentrez-vous dessus. Essayez maintenant de rendre cette image de plus en plus claire. Au fur et à mesure que l'image s'éclaircit, notez les transformations de votre état. Maintenant, arrêtez et agrandissez l'image. Que se passe-t-il quand vous agissez sur elle? L'intensité de l'expérience change, n'est-ce pas? Chez la plupart des gens, éclaircir, agrandir et rapprocher une image la rendre plus puissante et plus agréable. Cela augmente la force et le plaisir de la représentation interne. Cela vous met dans un état de puissance et de joie plus grande. Donc ça, c'est assez sympa comme exercice. De manipuler en fait notre vision. Vous pouvez aussi faire cette vision sur l'avenir. Si on se dit que cette histoire de loi d'attraction ramène les choses ou les pousse, vous pouvez donc le faire intérieurement en vous, que ça zoome ou dézoome. Le truc que vous voulez pas, vous le dézoomez. Le truc que vous voulez, vous le zoomez. Et pareil, donc la clarté et le truc qui est moins clair, qui est flou. Vous pouvez imaginer toutes ces choses, notamment quand vous faites la méditation. Vous pouvez faire ça. Et c'est un truc que je trouve vraiment intéressant. Ensuite, j'ai noté, reprenez l'image négative précédente et rétrécissez-la. Soyez conscient de ce qui se passe au fur et à mesure qu'elle rapetisse. Maintenant, rendez-la plus floue, plus obscure et plus difficile à voir. Puis éloignez-la de vous, repoussez-la jusqu'à ce que vous la voyez à peine. Et pour finir, ramenez-la en plein soleil. Notez ce que vous entendez, voyez et ressentez au fur et à mesure qu'elle disparaît. Faites la même chose avec la modalité sonore, diminuez le volume des voix que vous entendez, rendez-les plus nonchalantes, optez leur rythme et leur vigueur. Faites la même chose avec les perceptions kinesthésiques. Qu'arrive-t-il à l'image négative si vous êtes comme la plupart des gens? Elle perd de sa force, elle devient moins intense, moins douloureuse ou même disparaît. Vous pourriez en faire autant avec un élément du passé qui vous a causé beaucoup de chagrin, le dissoudre et le faire disparaître complètement. Je pense que vous voyez à partir de cette petite expérience la force que peut avoir cette technique. En quelques minutes seulement, vous avez réussi à augmenter une sensation positive et à diminuer une sensation négative. Dans le passé, vous étiez à la merci de vos représentations internes. Vous savez désormais qu'il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi. Donc ça, c'est un des points que j'avais très bien retenu, que je trouve vraiment excellent, cette histoire de pouvoir zoomer, dézoomer, de rendre plus flou, plus clair, selon si c'est négatif ou positif, qu'on s'imagine dans la tête, et qu'on peut travailler là-dessus. Je trouvais ça trop fort, quoi. Le point suivant, voici un exercice simple qui pourrait aider beaucoup de gens. Avez-vous déjà été obsédé par un dialogue intérieur que vous ne réussissez pas à interrompre, comme si votre cerveau refusait de se taire? Si cela vous arrive encore, essayez simplement de baisser le volume, atténuer la voix qui résonne dans votre tête et éloignez-la. Cela suffit souvent pour régler le problème, ou bien entendez-vous parfois une voix qui vous empêche d'agir. Laissez-la désormais dire la même chose, mais donnez-lui un ton enjôleur parce que câlin. Non, tu ne peux pas faire ça. Quel effet se produit-il? En principe, vous allez avoir très envie de faire ce que la voix vous interdit de faire. Curieux, non? Passons à un autre exercice. Alors, cette fois, si pensez à quelque chose que vous étiez très désireux de faire, détendez-vous et formez une image mentale, aussi claire que possible de la scène que vous voulez évoquer. Je vais maintenant vous poser un certain nombre de questions. Prenez votre temps et répondez à mes questions une à une. Les réponses varient selon les individus. Voyez-vous la scène comme un film ou comme une vue fixe? Est-ce en couleur ou en noir et blanc? Est-ce proche ou éloigné? Est-ce à droite, à gauche ou au centre? Est-elle dans le haut, le bas ou le milieu de votre champ de vision? Est-elle associée? La voyez-vous comme si vous étiez présent ou dissocié? Ou la voyez-vous comme un observateur extérieur? Elle est encadrée ou s'agit-il d'un panorama qui s'étend à l'infini? Est-elle claire ou sombre? Est-elle nette ou floue? Tout en faisant cet exercice, notez les sous-modalités qui se manifestent avec les plus d'intensité. Passez maintenant en revue vos sous-modalités auditives et kinesthésiques.
Quand vous écoutez ce qui se passe, entendez-vous votre propre voix ou les voix des autres personnes présentes? Entendez-vous un dialogue ou un monodialogue? Les sons que vous entendez sont-ils forts ou faibles? Présentent-ils des inflexions variées ou sont-ils monocordes? Sont-ils rythmés ou hachés? Le rythme est-il rapide ou lent? Les sons vont et viennent ou sont-ils permanents? Quelle est la phrase principale que vous entendez ou que vous vous dites à vous-même? D'où vient le son? Quand vous touchez, est-ce dur ou mou? Chaud ou froid? Rugueux ou lisse? Souple ou rigide? Solide ou liquide? Pointu ou émoussé? Sur quelle partie de votre corps s'exerce la sensation? Est-ce sucré ou aigre? Au début, vous aurez peut-être des difficultés à répondre à certaines de ces questions. Si par exemple, vous avez tendance à former vos représentations internes sous forme de kinesthésie, vous allez vous dire que vous ne voyez pas d'image. Sachez cependant que c'est une croyance et que tant que vous y mettrez, elle sera vraie. Au fur et à mesure que vous prenez conscience de vos sous-modalités, vous apprenez à améliorer votre perception par ce que j'appelle le chevauchement. En attendant, si vous êtes surtout auditif, par exemple, mieux vaut commencer par vous accorder à tous les souvenirs sonores que vous avez de la scène. Puis, une fois que vous avez composé une représentation interne riche et féconde, il sera beaucoup plus facile d'y introduire un cadre visuel afin de travailler sur les sous-modalités visibles ou bien un cadre kinesthésique pour faire intervenir des sous-modalités kinesthésiques. Donc voilà pour cet exercice. Dans ce chapitre, en fait, il parlait de si on est visuel, auditif ou kinesthésiste. Il faut déjà trouver ça. Et quand on a trouvé ça, il faudra trouver les personnes qui sont en face de vous. Est-ce qu'elles sont plutôt visuelles, auditifs ou kinesthésistes? Et à partir de là, vous pourrez donc agir en conséquence. C'est assez intéressant. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter pour ce fameux livre Pouvoir illimité ici. Donc c'est vraiment un livre très intéressant que je vous invite à lire. Je vous ai mis le lien en description. Vous pouvez le trouver. D'ailleurs, il coûte vraiment pas cher parce que vous pouvez l'avoir en format j'ai lu, en format de poche. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et ça reste par contre un gros livre. Un gros livre entre parenthèses. Les pages que j'ai dans cette version-là sont grosses. Il fait à peu près 400 pages. Sur un livre de taille normale. Donc le petit livre il fera sûrement 600, le livre de poche. Et l'écriture est assez grande. Hein. C'est pas petite écriture, ça va. Mais en tout cas, c'est un livre qui est vraiment excellent. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un gros pouce bleu, ça aide à propulser la chaîne, à partager, ça va aider d'autres gens à découvrir, ça va aider moi aussi et vous aussi, parce que ça va permettre de former une communauté, ce qui sera plus plaisant de pouvoir être dans un environnement qui est meilleur que dans un environnement où on n'est pas bien là où on veut pas. Souvent on n'est pas au départ avec les personnes où on voulait être au départ, on est rarement issu d'une famille riche. Et donc c'est un problème vu qu'on veut se retrouver avec les autres qui veulent aussi être riches ou qui sont riches ou du moins qui veulent en fait leur liberté financière, qui veulent vivre leur rêve. C'est ça qu'on cherche, ça c'est tout à fait logique et normal. Le but c'est pas d'être la personne qui a le plus d'argent sur son compte en banque, ça on s'en fout royalement. C'est pas le plus important c'est de pouvoir vivre. Hein. C'est pour ça, personnellement, que moi j'adore étudier ça, que je cherche à m'améliorer. Le but c'est de vivre, c'est pas d'avoir le plus riche. Le plus riche, on s'en fout, quoi. Allez, voilà, bye bye, à la prochaine. C'était Sébastien Keller.